J'en étais arrivé à un point où j'arrivais même pas à me concentrer plus de 5 minutes. Aujourd'hui, je peux faire des 3 heures de focus non-stop. Si tu passes ta journée à checker ton téléphone sans savoir pourquoi, si t'arrives plus à regarder une série, lire un livre ou à bosser 10 minutes sans ouvrir les réseaux sociaux, je sais exactement ce que tu vis. J'avais littéralement détruit ma capacité de concentration sans même m'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que j'ai testé, ce qui ne sert à rien et surtout ce qui m'a permis de reconstruire mon attention de zéro. Ok, si t'es resté jusque là, je t'ai sûrement convaincu. Donc parlons franchement. Toi aussi, tu sors ton téléphone 50, 100, 200 fois par jour, même lorsqu'il n'y a rien de nouveau à checker. Tu n'arrives plus à te concentrer sur une seule et même chose pendant 30 secondes. Tu veux faire des trucs, lancer ta boîte, bosser sur tes projets, lire, apprendre. Mais ton cerveau, lui, il préfère scroller, checker, zapper. Tu n'arrives même plus à regarder des vidéos sans avoir envie d'ouvrir tes réseaux sociaux. La concentration, aujourd'hui, ce n'est plus la norme. Ceux qui arrivent à se focus sont considérés comme des anomalies. La normalité, maintenant, c'est de bosser quand on peut, entre deux distractions. Et je te rassure, même dans mon cas, en tant qu'entrepreneur, créateur de contenu et plein d'autres choses, j'ai été et je suis encore touché par cela. Donc c'est un peu un comble d'être incapable de bosser. Mais si on est incapable de travailler, personne ne le fera pour nous. Ce qui veut dire que le projet est voué à l'échec. À un moment, je m'étais rendu compte que j'étais éclaté. Lorsque je me forçais à faire des deep work, je tenais entre 15 et 25 minutes. Au-delà, c'était la lutte et je regardais le chrono presque en permanence. Du coup, j'ai fait ce que beaucoup font, j'ai poncé le sujet. J'ai lu des livres, des articles, j'ai regardé toutes les vidéos possibles sur la discipline, la motivation, la dopamine, tout ce qui touche de près ou de loin. J'ai testé plein de trucs, dont des choses, mais on pourrait se dire, mais des vrais trucs de teubé, du genre, pendant une semaine, 0 distraction, mais en mode, pas de série, je regarde pas mes messages, pas de musique, en me disant, ok, ça va me recalibrer. Et le jour où j'ai été capable de rebosser 2 ou 3 heures d'affilée, j'étais comme un fou. Je ne m'étais même pas rendu compte à quel point j'étais devenu incapable de travailler. Cette vidéo va être longue. C'est pas volontaire. C'est juste que même en condensant un maximum, si je veux te donner quelque chose d'utile, je suis obligé de détailler. Donc je te propose quelque chose. Mets cette vidéo en 1.5 ou même en x2. Si jamais c'est trop compliqué d'être focus, fais une pause. Regarde 10 minutes par 10 minutes, 5 minutes par 5 minutes. Mais juste, à chaque fois que tu es en train de regarder, fais en sorte de ne faire que ça. Ne check pas les commentaires, ne va pas sur d'autres sites, ne regarde pas ton téléphone. Ceux qui veulent m'écouter en mode audio seulement, c'est possible. Il n'y aura pas grand chose en termes de montage. Juste essayez de respecter les mêmes instructions. On va essayer de considérer cette première vidéo au premier entraînement à la reprise de concentration. Et on va commencer par le plus important, le why. Pourquoi est-ce qu'on devrait se faire chier à retravailler notre capacité d'attention alors que tout nous pousse à l'inverse de nos jours? Même lorsqu'on n'aime pas quelque chose, on peut le faire si on sait pourquoi. Je pense que nos parents n'aimaient pas forcément leur boulot. Et pourtant, pendant des décennies, ils y sont allés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils avaient une famille à nourrir. Ils devaient prendre soin de leurs enfants. Et on est d'accord, on peut retrouver cet exemple pour n'importe quoi. Tous ceux qui font du sport savent que c'est parce qu'ils ont envie d'être en bonne santé, c'est parce qu'ils ont envie de se sentir bien, c'est parce qu'ils ont envie de se sentir beau. Bref, on peut trouver tout un tas de bonnes raisons de faire des choses que l'on aime ou que l'on n'aime pas, tant qu'il y a quelque chose derrière. Mais ça ne veut pas dire que même lorsque l'on sait que l'on doit faire quelque chose, que l'on va le faire. On est d'accord. Les fumeurs savent qu'ils ne doivent pas fumer, pourtant ils le font. Si tu as envie de lancer un business, tu pourrais reporter la chose pendant des mois, voire des années, bien que tu as tout un tas de bonnes raisons de vouloir le faire. Mais justement, dans les moments où on hésite, où on se dit « je ferais bien autre chose à la place de ça », où on laisse son cerveau prendre le contrôle, c'est bien de se remémorer, ou alors si on n'a jamais fait l'exercice, d'aller chercher pourquoi est-ce que l'on veut faire quelque chose. Dans mon cas, j'aime bosser sur ma boîte. Oui, des fois, il y a des tâches, je n'ai pas du tout envie de les faire. Et pourtant, je changerais ma place pour rien au monde. C'est comme créer du contenu.
Là, je passe beaucoup de temps pour créer cette vidéo, alors que rien ne m'y oblige. C'est parce que j'aime ça et je sais pourquoi je le fais. Et ça, c'est un peu le problème pour les gens qui sont libres. Parce que oui, ceux qui ont un boulot et qui doivent payer les factures, qui n'ont pas le choix, il y a une contrainte externe qui nous pousse à le faire. Mais lorsque nous n'avons pas d'obligation, il n'y a personne derrière nous pour nous pousser à faire la chose. Et c'est là que ça commence à être dangereux et qu'on peut se laisser aller en se disant « je peux le faire demain, je peux le faire demain, je peux le faire demain ». Voilà le premier point qui est probablement l'un des plus importants. D'ailleurs, je conseille le livre Why qui traite ce sujet-là bien en détail. Une fois qu'on a compris ça, il faut que j'explique une autre chose. Je sais que sur les réseaux et partout, vous voyez des gars en mode faut lock-in, faut bosser 12 heures par jour et ouin. Dans la réalité, chaque profil est différent, mais on a tous plus ou moins certaines limites. C'est peu probable, lorsque l'on parle de deep work, que l'on va être capable d'enchaîner 8 heures de concentration chaque jour. Peut-être qu'un jour, ou 2, ou 3, ou 4, ça sera faisable. Mais au bout d'un moment, le cerveau, le corps, ils vont dire stop. C'est pas possible. Ceux qui arrivent sont des anomalies. De tous les entrepreneurs que j'ai connus, il n'y en a pas des masses qui rentrent dans ces critères-là. Je connais des personnes qui ont une capacité de concentration et de discipline exceptionnelle. Mais lorsqu'on parle de deep work, c'est vraiment le cerveau, il tourne presque à pleine capacité pendant une durée déterminée. Et c'est là qu'il y a une subtilité, parce que bosser pendant 8 heures, oui, ok, c'est ce que tout le monde fait. Tout le monde fait du 9 à 5. Mais bosser 8 heures à pleine capacité tous les jours, 5, 6, 7 jours par semaine, pendant des mois, voire des années, c'est pas vraiment humain. Donc là-dessus, je préfère être rassurant. Ne serait-ce qu'avoir 3 ou 4 heures de travail vraiment à bonne intensité, déjà, c'est très bien, surtout si on le répète, mais il faut comprendre la différence entre du travail focus et du travail comme 99% des gens pourraient le faire. Je pense que tous ceux qui ont eu l'occasion de travailler dans des bureaux, dans des entreprises, on va dire, normales, vous rendez compte qu'entre 9 et 17 heures, il y a des pauses, il y a des interruptions, les collègues sont sur Facebook, YouTube ou ce que vous voulez. Donc c'est pas vraiment du travail à haute intensité. Donc oui, dans l'imaginaire collectif, on va se dire que pour enchaîner beaucoup de choses, il faut forcément enchaîner beaucoup d'heures, mais non. Vous allez obtenir beaucoup plus de résultats en faisant quelques heures de haut niveau qu'en faisant beaucoup d'heures de très mauvais niveau. Ce qui m'amène sur le point suivant, être capable d'être concentré pendant plusieurs heures, il faut voir ça comme un muscle. En fait, c'est une question d'habitude, c'est une question de travail, c'est une question de répétition, c'est une question d'effort. Je pense pas qu'à la fin de cette vidéo, ceux qui n'arrivaient pas à focus pendant un quart d'heure, demain, vont enchaîner avec 3 heures de deep work. Non. Et dans tous les cas, c'est pas ce que je vous conseille. Par contre, si vous passez de 15 minutes à 30 et que vous faites ça 3 fois dans une journée, puis que vous passez à 40, 45, 50, 1 heure, 1h30, 2 heures, à force de répéter, ça deviendra de plus en plus simple. Là, il n'y a vraiment pas de magie. Alors, je parle pour les gens hors maladie ou cas spécifiques, je parle dans la globalité. Bien sûr que dans certains cas, c'est plus complexe que ça. Mais derrière cette capacité à focus, ce muscle, ces habitudes, on ne peut pas ignorer les limites physiques ou les plafonds humains que l'on pourrait avoir. Je préfère être rassurant là-dessus. L'autre point, c'est lorsque l'on parle d'équilibre, moi j'y crois pas trop. On fonctionne tous par cycle. Il y a des journées, il y a des semaines, il y a des mois, il y a des trimestres, il y a des années. Et il faut accepter que des fois, on va être capable d'enchaîner du très bon boulot. Des fois, on va être en pleine forme et nos performances sportives vont être exceptionnelles. Des fois, on va passer beaucoup de temps avec nos amis, notre famille, créer de nouvelles relations. Donc pour faire suite au point précédent, il faut accepter qu'il y aura des jours ou des semaines qui seront très productives et d'autres moins.
Encore une fois, là-dessus, c'est la normalité. Perso, je ne cherche pas du tout l'équilibre parfait. Si demain j'ai des projets à terminer, eh ben, je vais focus pendant plusieurs jours, plusieurs semaines sur ces projets-là. Si je veux perdre du poids ou je veux préparer une compétition, eh ben, mes priorités seront celles-ci, du coup je vais délaisser les autres. Parce que si on cherche à avoir un équilibre sur tous les trucs, en fait on va être moyen partout et notre capacité de progression, elle sera beaucoup plus faible que si on se dit « Ok, là je focus sur un sujet très particulier mais je suis all-in » et du coup on va vraiment progresser. Alors que si on se dit « Ok, bah là je fais un peu de ça, là je fais un peu de ça, là je fais un peu de ça », c'est comme le proverbe « À chasser plusieurs lièvres, on n'en attrape aucun ». Donc quitte à mettre beaucoup d'efforts sur quelque chose, il vaut mieux le faire à très haute intensité, mais sur une période donnée. Ceux qui sont capables de rester sur une longue période sur quelque chose, bah c'est très bien parce que à la fin ça donnera des résultats exceptionnels. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que lorsque l'on sait que nous devons faire certaines choses, nous ne les faisons pas? On sait qu'on devrait lire, apprendre, créer. Et pourtant, on fait l'inverse. Mais c'est tout simple. Il faut être conscient que notre cerveau est programmé pour aller chercher la facilité. Et là-dessus, j'ai un exercice simple qui fonctionne vraiment bien et qui fait des miracles. Lorsque j'ai envie de prendre le téléphone, je remarque l'envie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne laisse pas mon corps avoir le réflexe de prendre et de regarder de façon robotique. Non. Si j'ai envie de prendre le téléphone, je me dis, attends, pourquoi est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui fait que là? Est-ce que je pense avoir une notification? Est-ce que j'ai besoin de checker une information en particulier? Et c'est la même chose pour une tâche difficile. En fait, à partir du moment où dans ma tête, je me dis, ah, il faut que je fasse ça, mon cerveau va calculer si c'est difficile, et si c'est difficile, il va essayer de m'amener subrepticement vers des activités qui sont beaucoup plus simples, comme aller scroller, jouer, voir des potes, envoyer des messages, etc. Et à ce moment-là, je ne me dis pas « Ah, ok, bah, je vais faire le plus simple ». Non, je remarque et j'observe. Et à partir de ce moment-là, lorsque je prends conscience de la chose, c'est comme si les blocages disparaissaient. J'ai compris que mon cerveau essaye de m'amener vers des tâches qui ne sont pas celles que je veux vraiment faire, ce qui me permet de contourner et de me dire bah si, en fait, c'est vraiment ça que je veux faire. J'ai pas envie de scroller, j'ai pas envie d'aller jouer, j'ai pas envie d'aller faire autre chose. Dès qu'on prend conscience, on reprend le contrôle tout doucement. En fait, tout ce que j'explique depuis le début, ça a beaucoup de liens avec la dopamine. Je vais pas m'attarder sur le sujet parce que c'est un truc où il y a déjà des dizaines de vidéos, vous avez déjà entendu parler de tout et rien à propos de ça. Mais pour faire simple, chaque micro-stimulation, comme prendre son téléphone, aller sur les réseaux, les notifications, etc., ça crée un petit pic. Et si on passe notre journée à faire ça, notre cerveau s'habitue à la récompense facile. Alors que normalement, la récompense, elle s'obtient après un effort. Et si on est habitué à ça, bah, au moment où on a besoin de travailler 2 heures sur quelque chose d'ennuyant, le cerveau n'aura pas du tout envie. Il n'est pas cassé, mais il est calibré pour avoir des shoots rapides. Donc si on arrive à rééquilibrer ça pour faire en sorte que le plaisir vienne d'activités difficiles, bah à force ces activités difficiles, elles ne le seront plus du tout. Et on retrouvera donc du plaisir à travailler sur ces choses-là. Donc le but, ça va être un petit peu de reset ce système. Pour moi, tout part du matin. Mais je vais commencer d'abord par le soir. L'idée, c'est de ne pas finir sa journée noyé de distractions. Tu peux te détendre, c'est très bien de regarder une série le soir, c'est très bien de discuter avec les potes, c'est très bien de boire un verre. Juste, quand je parle de finir, c'est vraiment la dernière activité avant de dormir. À partir du moment où tu t'es endormi, je considère que la journée est finie et on se retrouve le lendemain matin. Le problème, c'est que si tu te mets plein de distractions juste avant de dormir, tu laisses un petit peu ton cerveau dans cet état-là. Donc lorsque tu vas aller te coucher et que tu vas te réveiller le lendemain matin, tu auras laissé cette boucle un petit peu ouverte. Et moi, je m'imagine cette boucle en me disant « Ok, je la ferme 30 minutes ou 1 heure avant d'aller me coucher. » Donc, j'ai pas arrêté les séries, j'ai pas arrêté les trucs sympas, juste 30 minutes, 1 heure avant d'aller me coucher, j'arrête tout, je fais un peu de journaling, je lis, je discute avec une personne à tout casser, et après, je me pose tranquille dans mon lit et je m'endors tranquillement. Par contre,
le matin c'est le plus important. Tout à l'heure je parlais de cycle et par rapport à une journée, selon comment on la commence, ça facilite grandement le reste de la journée. Donc moi ce que je fais déjà, c'est de ne pas dormir avec le téléphone dans la chambre. Parce que sinon, c'est trop facile d'être tenté de le prendre dès le réveil et de commencer à faire des trucs qu'il ne faut pas faire. Alors, c'est facile pour moi, effectivement, j'ai mon appart, je peux laisser le téléphone dans le salon, j'ai pas de réveil depuis plusieurs années, donc oui, ceux qui utilisent leur téléphone comme réveil, si vous le mettez dans la chambre de vos parents ou frères et sœurs, ça complique un petit peu les choses. Donc pour ceux qui n'ont vraiment pas le choix de ne pas pouvoir le mettre dans une autre pièce ou de ne pas pouvoir ou de vouloir s'acheter un réveil manuel, mettez-le à l'autre bout de la chambre, juste pour vous dire, il ne doit pas être accessible. Il faut se mettre en fait des frictions pour enlever le maximum de mauvaises habitudes. On y reviendra un petit peu plus tard sur comment se mettre des barrières et comment enlever des barrières au niveau des habitudes. Et ça, c'est un petit hack, mais qui est vraiment utile et super simple à mettre en place. Et le but, c'est de décaler au maximum le moment où on va se mettre des distractions. Plus c'est décalé dans la journée, mieux c'est. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est au moins jusqu'à midi, je touche pas aux réseaux sociaux, ou alors si j'y touche, c'est pour créer du contenu, c'est pas pour en consommer. J'évite, même si possible, d'écouter de la musique. Mais voilà. Mon but, c'est le matin, je fais en sorte de faire les trucs difficiles. Comme ça, mon cerveau, il est bien dans le truc. Et après, c'est beaucoup plus facile de continuer dans l'après-midi à faire des trucs difficiles. Par contre, en soirée, une fois que j'ai fini le taf, parce que moi, j'aime bien bosser au bureau. Donc, quand je pars le matin, j'y vais, je taffe. Et quand je reviens, c'est que ma journée est finie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas retravailler le soir ou quoi. Mais en général, j'évite. Au moment où je finis le taf, c'est fini. Et du coup, moi, l'un des trucs que je fais pour me conditionner, c'est un peu un truc de teubé, mais j'ai mon ordi à côté de moi, et au moment où je me lève, j'ai encore mal aux yeux comme ça de la lumière, j'ouvre mon ordi et je taffe. Pas besoin de faire beaucoup, vraiment. Je bosse 5, 10, 15 minutes. J'écris un post. Si je dois créer un catalogue, j'écris la première page du catalogue. Si je dois fixer un bug, je check comment fixer le bug rapidement. Mais je fais en sorte que ma première tâche, je suis encore dans le lit, je suis encore en boxer, je me tourne comme ça, je sors l'ordi, je l'ouvre et je commence à faire des trucs 5, 10, 15 minutes. Et en fait, ça c'est vraiment bien parce que je conditionne comme ça, bam, mon cerveau, enfin mon corps, rien n'est réveillé, mais au moins je me mets en mode, ok, là cette journée je vais être productif. Et ça, c'est un deuxième hack qui est vraiment, vraiment pas mal pour bien se lancer et pour bien avancer dans sa journée. Donc, pour ceux qui peuvent, essayez de décaler au maximum les distractions, tout ce qui est mauvais pour vous, le plus tard possible dans la journée. Quitte à regarder, il vaut mieux le regarder quelques minutes, quelques fois dans la journée. Moi, c'est ce que je fais quand je check mes réseaux. Je prends 5, 10, 15 minutes puisque je réponds peut-être à des commentaires. Souvent, j'ai beaucoup de notifs, donc j'aime bien les regarder. C'est beaucoup plus intéressant de prendre quelques créneaux où l'on va regarder pendant 5, 10, 15 minutes les réseaux plutôt que de se dire « Ok, je prends mon téléphone 15 fois dans la journée, je regarde 15 fois pendant une minute. » En les regardant 15 fois, ça va vous faire 15 pics de dopamine. Alors que si vous les regardez que quelques fois, il y a un pic à un moment, il y a un pic un peu plus tard, et en fait, c'est mêlé dans vos périodes de productivité. Maintenant, même si on repousse au maximum les distractions le soir, le but, c'est pas de se noyer dedans. Ok, c'est pas parce que vous avez fait une journée parfaite en mode ultra productif de 8h à 20h, mais que de 20h à 22, vous faites tout et n'importe quoi. Ah non, ça n'a aucun sens. C'est comme faire une sèche et de se dire, ok, 2 jours par semaine, je mange ce que je veux. Ça n'a aucun sens. Ça casserait tous les efforts qu'il y a eu pendant 5 jours. Là, c'est la même chose. Il y a eu des efforts qui ont été faits pendant la journée. Oui, on s'autorise des choses le soir, mais le but, c'est pas de se gaver non plus. Sinon, ça casse tout ce qui a été fait précédemment et on va se réhabituer à faire de mauvaises choses. Autre chose à comprendre. Nous ne sommes pas faits pour fonctionner en multitâche.
Je sais qu'on va me dire, parce qu'on a déjà sorti celle-là, oui, mais on peut marcher, on peut écouter de la musique, on peut manger, et puis on peut discuter, on peut faire tout ça en même temps. Il ne faut pas confondre faire plusieurs choses en même temps et faire plusieurs choses en même temps en étant concentré. Je vous défie de faire des calculs, d'écouter un podcast et de ranger tout en étant concentré sur chacune de ces tâches. Ce n'est pas possible. Le cerveau est fait pour être focus sur quelque chose. Le multitasking, ça n'a aucun intérêt. Vous allez juste faire en sorte que votre cerveau switch d'une tâche à l'autre et ça va juste consommer plus d'énergie pour de plus mauvais résultats. Donc, comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure avec les différentes périodes, est-ce que c'est plus intéressant de faire 4 choses en même temps de manière médiocre ou une chose à la fois que l'on va faire de manière qualitative? Je sais ce que c'est de vouloir faire plusieurs choses à la fois. À un moment, j'avais fait l'erreur de lancer 4 business en même temps. Ça a duré un temps. Au bout d'un moment, ça devenait compliqué. Et maintenant que je suis focus sur un seul business, là je parle au niveau macro, tout est plus simple. Mais même au niveau micro, lorsque l'on parle de tâches, si je dois créer des posts, je crée des posts. Si je dois regarder une vidéo, je regarde une vidéo. Si je dois faire de la gestion de projet, je fais de la gestion de projet. Je ne cherche pas à switcher entre différents trucs. Surtout pas. Donc je vous invite à faire la même chose. Et pour aller plus loin, quitte à faire quelque chose, autant le faire avec intention et attention. En gros, regarder une vidéo sur YouTube, c'est très bien. Mais autant ne faire que ça, autant en profiter, autant prendre le maximum que l'on peut de ce contenu. Si je dois aller sur les réseaux, c'est la même chose. Est-ce que j'y vais pour poster? Est-ce que j'y vais pour répondre aux commentaires? Est-ce que si j'y vais pour lâcher prise et scroller et regarder de l'info? Et une fois qu'on commence à prendre l'habitude de faire ça, au lieu de se laisser guider automatiquement par le cerveau, comme je disais tout à l'heure, en fait, le fait de prendre le téléphone par réflexe, on se dit, ok, là, je vais faire ça parce que. Et un conseil par rapport à ce que je viens de dire, lorsque vous voyez que vous voulez prendre le téléphone pour faire quelque chose que vous ne devriez pas, par exemple, ouvrir Twitter, Insta, ce que vous voulez, laissez-vous 10 secondes. Au moment où vous sentez que vous prenez le téléphone, posez-le et dites-vous, je vais ouvrir l'application dans 10 secondes. Et déjà en faisant ça, vous allez potentiellement vous dire, est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir l'application? Et si c'est le cas, vous reprenez un peu le dessus et c'est plus votre corps qui vous dit de le faire, c'est vous qui décidez de le faire. En gros, c'est vous qui déclenchez l'action. Vous cassez l'automatisme. Ça, c'est un très bon truc. Si vous regardez les stats sur vos téléphones du nombre de fois où vous le déverrouillez, si vous appliquez ce hack, ça va être divisé par 2 ou par 3. J'en suis sûr et certain. Pour aller dans la continuité de l'intention et de l'attention, pour moi, ça fait sens de chercher à mieux consommer. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'aujourd'hui, tout va beaucoup plus vite, on cherche à consommer un maximum, peu importe les sujets. Par exemple, on va regarder plein de séries, on va regarder plein de films, on va regarder plein de vidéos YouTube, on va rencontrer plein de monde, on va tester plein d'activités, on va lire plein de livres, mais depuis quelque temps, je trouve que ça fait beaucoup plus de sens de se dire quand je fais quelque chose, je le fais bien. Je reprends le cas des livres. Il y a quelques années, je me suis mis à relire bien comme il faut. J'étais, je crois, à 25 livres par an, ce qui n'est pas énorme, ça fait 2 livres par mois, c'est pas choquant, mais je ne tirais pas autant de choses que je devrais en tirer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que maintenant, quand je lis, déjà, vu que je le fais avec beaucoup plus d'attention et de concentration, mes notes sont plus qualitatives. Lorsque je surligne, ensuite je prends des notes lorsqu'il y a des choses qui me marquent, ensuite j'essaye de mettre en application ce que j'ai lu, et en faisant ça, je me rends compte que je tire beaucoup plus de choses du contenu que je suis en train de consommer. Et c'est le même résultat sur YouTube. En général, je regarde plutôt des contenus éducatifs. Et avant, je consommais en me disant, bah voilà, je fais déjà quelque chose de bien en regardant une vidéo éducative, c'est assez. Ben, là, je me retrouve à prendre des notes de vidéos, ce qui fait que l'information, j'arrive à la consommer et en tirer de la valeur. Donc pour aller dans la lignée de ce que je dis depuis tout à l'heure, la profondeur d'attention sur un contenu, elle vaut plus que la quantité de contenu survolé.
Un petit peu plus tôt dans la vidéo, je disais que la concentration, ça se travaille comme un muscle, comme une habitude. Malheureusement, cet entraînement, ça passe par des activités moins stimulantes que d'autres. Lire, écrire, réfléchir, passer du temps sur des tâches complexes. Le cerveau n'aime pas ça. Mais ça se travaille et ça doit se travailler. L'avantage, c'est que nous ne sommes pas obligés de travailler sur des tâches que nous n'aimons pas du tout. Je vais prendre un exemple. Quand je suis en France, j'aime bien aller dans les musées. C'est parce qu'on a la chance d'avoir beaucoup de lieux culturels que l'on ne retrouve pas forcément dans d'autres pays. Et l'art, c'est pas forcément mon truc. Il y a certaines choses que j'admire et d'autres beaucoup moins. Mais même sur les œuvres que j'aime beaucoup, je pourrais pas rester 30 minutes à la regarder. Parce que c'est pas mon truc. Par contre, rester 30 minutes ou plus sur une vidéo éducative d'un sujet sur lequel j'ai envie de travailler, ou sur un projet, ou sur le sujet que vous voulez, ça, il n'y a pas de problème. Donc il n'y a aucun intérêt pour vous de perdre du temps sur des choses pour lesquelles vous n'avez pas d'intérêt. Si votre truc c'est le droit, concentrez-vous sur le fait de lire, d'apprendre, d'écouter des trucs en rapport avec le droit. Si votre truc c'est le dev, faites tout ce que vous pouvez qui est en lien avec le dev pour travailler votre concentration sur ce sujet-là. Parce que dans tous les cas, plus vous êtes capable de lire longtemps sur un sujet, plus ça va se répercuter sur d'autres. Plus vous êtes capable de regarder une formation d'une certaine durée, plus ça va vous faciliter la vie sur d'autres formations. Donc le quota d'attention difficile, c'est bien plus intéressant de le placer sur des tâches qui vous concernent et qui vous plaisent ou qui vous sont utiles. Il n'y a aucun mal à ça. Maintenant, je vais parler d'un truc par lequel je pense on est tous passés et où beaucoup passent encore, c'est tout ce qui est application, site et tout ce qui s'ensuit. Alors on va se mettre d'accord dès maintenant. Oui, ces choses-là, il y a une certaine utilité. Moi, j'en ai testé plein. J'en utilise plus beaucoup. Mais lorsqu'on commence, c'est clair que ça facilite la vie. Par contre, il ne faut pas en être dépendant. En fait, en se mettant un reset et en travaillant sa capacité d'attention bien comme il faut, vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin d'appli, vous n'avez pas besoin de musique, vous n'avez pas besoin de hack ou autre. Si vous retravaillez tellement bien que vous récupérez une capacité d'attention standard, il y aura besoin de rien d'autre pour être focus. Moi, ça m'a surpris parce que pendant très longtemps, j'avais besoin de musique. J'arrivais pas, je sais pas, quand je marchais, quand je prenais les transports, c'était difficile de ne pas mettre de musique ou de ne pas avoir mon téléphone ou de ne pas parler avec quelqu'un. Mais à force de travailler, je suis capable de laisser mon cerveau s'ennuyer, d'observer, sans qu'il y ait rien autour. Et c'est la même chose pour le boulot. C'est pas pour autant qu'il faut négliger ce qui existe. Il y a des applis qui permettent d'en bloquer d'autres, de bloquer des sites. Ça peut aider. Il y a certaines personnes qui échangent leur smartphone contre un dumbphone, donc un téléphone qui ne fait que des appels et que des messages. Je trouve ça un peu drastique, mais pourquoi pas. Perso, si je devais recommander une chose, ça serait Brain FM. J'utilise depuis 3-4 ans, et en fait, c'est une banque de sons, de musique, qui vous permettent de vous mettre sur certaines fréquences. Donc si vous avez besoin d'être en mode deep work, ça vous met en mode deep work. Si vous avez besoin d'être en mode créatif, ça vous met en mode créatif. Et c'est vrai que ça marche vraiment, vraiment bien. Toutes les personnes à qui j'ai conseillé, c'est testé à approuver. Mais même là, j'en suis à un stade où j'ai plus vraiment besoin parce que j'ai pas besoin de quelque chose pour me concentrer. Par contre, c'est vrai que c'est un plus. Ça permet de créer une routine, on y reviendra un petit peu plus tard. Et pour ceux qui souhaitent commencer en retirant la musique qu'ils écoutent actuellement vers quelque chose d'un petit peu plus optimisé scientifiquement. Après, s'il y a du bruit autour de nous et qu'on ne veut pas être déconcentré par le bruit, ça, ce que je comprends parfaitement, on peut mettre des bruits blancs. On retrouve ça sur Spotify, on retrouve ça sur YouTube. Le but, c'est de rester un petit peu dans sa bulle, quoi. Mais si vous êtes au calme, il n'y a pas vraiment besoin d'autre chose. Un outil, par contre, qui peut vraiment, vraiment, vraiment être bien pour se lancer, parce qu'une fois lancé, vous n'en aurez plus besoin, c'est un tableau partagé avec ce qu'on appelle un accountability partner. Donc, en gros, quelqu'un qui vient vous surveiller et à qui vous devez rendre des comptes. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller loin.
vous avez un téléphone, vous prenez l'application Notes. Si vous avez un iPhone, vous pouvez partager la note avec quelqu'un qui a un iPhone. Si vous n'avez pas d'iPhone, vous prenez un Google Spreadsheet ou un Google Notes et vous le partagez. Pas besoin d'appli pour ça. Et dans le tableau, vous mettez le nombre de deep work que vous avez fait dans la journée. Vous mettez les distractions que vous avez eues. Vous mettez les difficultés ou les réussites. Et ça, vous le partagez avec quelqu'un. Et ce quelqu'un, en fait, il devra le regarder et il devra vous juger si vous faites les choses bien ou pas bien. Alors le but, c'est pas avoir quelqu'un qui vous insulte de tous les noms si vous faites un écart, non, faut quelqu'un d'assez mature. Mais moi, ce tableau-là, à la base, je l'avais fait lorsque je faisais des pertes de poids. En fait, j'avais un peu de mal à me lancer, mais une fois que j'avais été lancé, j'avais plus aucun problème. Et du coup, sur le tableau, je mettais tous les jours, je mettais les repas, je mettais les écarts, je mettais mes objectifs. Et en fait, tous les jours, je remplissais le truc. Donc ça me créait une certaine routine. Et j'avais un ami qui checkait. Et comme ça, si tout allait bien, bah, tant mieux. Et s'il y avait un truc qui se passait mal, bah, j'expliquais pourquoi. Faut pas tricher. Ça n'a aucun sens de tricher. C'est pour ça qu'il faut le faire avec la bonne personne. Il faut vous mettre d'accord dès le début en disant « Ok, là, si je rate, il faut que tu me dises pourquoi. » Il faut être conscient qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, en fait. Je mettrai un exemple en montage. Et ça, pour ceux qui ont vraiment du mal, je vous assure, pour vous lancer, surtout si vous le faites en parallèle avec quelqu'un, ça peut vraiment aider à mettre en place de bonnes habitudes. Il y a des habitudes qui sont plus ou moins simples à placer ou à enlever. Mais lorsqu'on veut faire quelque chose, il faut faire en sorte d'enlever le maximum de friction ou au contraire de s'en rajouter si on veut éviter de faire quelque chose. Je prends un exemple. Vous allez à la salle, sauf que celle-ci, elle est à 25 minutes de chez vous. Il faut prendre la voiture, il faut faire votre sac, il faut passer la carte, etc., etc. Donc là, le processus pour aller à la salle, il est plein de friction. Par contre, il y en a une nouvelle qui a ouvert dans votre rue. Là, vous n'avez plus besoin de prendre la voiture. C'est littéralement à 1 minute de chez vous. La seule chose à faire, c'est de préparer le sac et d'y aller. Donc là, dans le comparatif, en fait, d'un côté, on a quelque chose qui nous donne plein de raisons de ne pas y aller, et de l'autre, on a très peu de raisons de ne pas y aller. Et dans le cas où vous voudriez ne pas faire quelque chose, il faut se mettre un maximum de friction. Je reprends un petit peu dans la même veine. Vous êtes en sèche. Le but, c'est de ne pas manger des choses qui vont sortir de votre sèche. Donc dans ce cas-là, comment on se met des frictions? On supprime les applications de livraison. On vire tous les produits qui ne sont pas bons des placards. Comme ça, si jamais vous voulez aller craquer, ben en fait, il faut réinstaller une application. Il faut se reloguer dans le compte. Il faut prendre la voiture pour aller dans les magasins pour acheter des trucs. Et donc là, en fait, à un moment, notre cerveau va se dire « Est-ce que ça vaut le coup de faire tant d'efforts pour un truc que je veux pas tant que ça ?» Donc, quitte à lancer un comportement, autant le faire avec le moins de difficultés possible. Si vous voulez bosser, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, quand je me lève le matin, mon ordi est juste à côté de moi, je le sors, je taffe. S'il était dans mon salon, je serais obligé de me lever, de prendre l'ordi, de l'ouvrir, de bosser. Là, je me suis retiré quelques étapes. Autre point très important, la planification. Sans plan, on ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On ne sait pas ce qu'on va faire. On laisse donc au hasard la possibilité de décider pour nous. Ce qui veut dire que l'on peut revenir plus facilement sur des distractions. Et il y a un exemple que j'aime bien. Si vous devez voyager en voiture, vous êtes de Paris, je vous dis, il faut aller à Toulouse. Vous pouvez y aller en voiture sans GPS, sans carte ni rien. Mais le risque de se perdre est beaucoup plus grand que si vous aviez préparé un itinéraire, que si vous aviez un GPS avec vous. Eh ben, la planification, c'est la même chose. Il n'y a pas besoin de partir sur des applis de malade, de prévoir des trucs sur les 5 ans à venir. Non, pas du tout. Moi, le soir, ce que je fais, c'est que j'écris pour le lendemain. Demain, j'ai ça à faire. Point. Rien d'autre. Et comme ça, le matin, je me lève, je regarde ce que j'ai à faire. En fait, j'aime bien le préparer le soir parce que, comme je le disais un petit peu plus tôt, ça me permet déjà d'être un peu en mode sas de décompression avant d'aller me coucher. Et surtout,
en me créant des choses à faire pour le lendemain, mon cerveau est capable de travailler la nuit. En fait, je sais pas comment dire, mais j'arrive à faire en sorte d'y penser sans le vouloir. Et du coup, des fois, le matin, je me réveille avec déjà de bonnes idées par rapport à ce que j'avais prévu la veille. Et en le regardant le matin, bah, c'est si jamais je mets jamais trop de tâches. Je mets peut-être 5 ou 6 dans la journée à tout casser. Bah, je regarde le matin, je fais ok, bon, bah, aujourd'hui je fais ça. Comme ça, quand je pars de chez moi et que j'arrive au bureau, je sais déjà ce que j'ai à faire. Et ça peut être fait pour la semaine, ça peut être fait pour le mois, ça peut être fait pour l'année. C'est pas obligatoire. Moi, j'aime bien me mettre des plans, mais je suis ouvert au compromis. Sur la journée, rarement. Sur l'année, plutôt. Parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans une année, surtout moi qui suis entrepreneur, j'ai pas forcément le contrôle sur tout. Donc des fois, je peux changer d'avis. Par contre, sur la journée, voire sur la semaine, si je dis que je fais ça, globalement, je le fais. Et cet exemple-là, je refais le parallèle avec la perte de poids. Si vous vous dites, ok, bon, là je perds du poids, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Je sais pas trop, il faut que je me prépare quelque chose. Bah non. Si vous faites tous vos plats la semaine, il n'y a pas besoin de réfléchir à ce que vous allez faire. Donc vous allez enlever un petit peu de la charge mentale, j'aime pas trop ce terme-là, et vous n'allez pas réfléchir. Vous allez préparer vos plats, je prends dans le frigo, tac, je réchauffe, je mange. C'est le même principe avec la planification de vos tâches. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est beaucoup plus facile de mettre en place des routines ou des protocoles. Et là, il y a quelque chose d'assez primaire en fait, en se créant des routines, c'est qu'on refuse de se laisser le choix. Je vous dis par exemple, moi quand je vais au sport, j'y vais le matin, je vais 2-3 fois par semaine au grappling, c'est à 7h30, je me lève à 7h, je fais mon sac, je mets mes chaussures, je pars. Il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de négociation, je ne sais quoi. Ma séance est à 7h30, je me réveille à 7h, je fais mon sac, j'ai 20 minutes de marche, je pars à 7h10, j'arrive à 7h un petit peu avant 30, il y a un petit peu moins de 20 minutes, ok, j'ai menti. Et comme ça, pas de réflexion, pas de choix. Je laisse pas l'occasion à mon cerveau de chercher des excuses, de se dire flemme. Non, il n'y a pas. Pour le boulot, c'est la même chose. Quand j'arrive au bureau, j'ai tout le temps les mêmes habitudes. Je passe la porte, je retire mon manteau, si on est en hiver, si on n'est pas en hiver, je ne retire pas le manteau parce que je n'en ai pas. Je sors l'ordi de ma sacoche, je branche l'ordi sur mon setup. Le temps que ça se branche, je pars faire mon café, je prends ma tasse de café, je me pose, je travaille. Et c'est la même chose à chaque fois. Si je ne suis pas ce protocole, c'est que je suis sur des choses légèrement différentes. Par exemple, si j'ai des rendez-vous clients en physique, si j'ai des trucs à faire sur le côté, je ne suis pas ce protocole. Et dans ce cas-là, ça diffère. Mais c'est l'exception. Ce n'est pas la norme. La norme, c'est 90-95% du temps comme ça. Je ne me laisse pas réfléchir. Et là, vous allez me dire, oui, bah, des fois, on n'a pas envie, ou on peut vraiment pas, ou on est fatigué. Et c'est vrai. On en revient à ce que je disais un petit peu plus tôt. On a des périodes plus ou moins efficaces. Et dans ce cas-là, il faut profiter du momentum. Si vous faites des bonnes choses tous les jours, l'habitude va se créer et ça sera beaucoup plus difficile de casser l'habitude que l'inverse. Et dans le cas où vraiment vous êtes dans un sale état, vraiment il y a plein de bonnes raisons de ne pas faire la chose, faites un minimum. Des fois, juste le fait de se dire « Ok, j'ai pas du tout envie. Je devais bosser pendant 2-3 heures, j'ai pas du tout envie. C'est pas grave, je vais juste bosser 5 minutes. Je vais faire un truc tellement infime, tellement minimal, mais au moins, aujourd'hui, j'aurais fait quelque chose. » Bah souvent, juste le fait de se mettre à la tâche, on va se dire « Ah, maintenant que je suis dessus, autant y aller. » Le nombre de fois où ça m'est arrivé, cette chose-là, c'est incalculable. C'est comme si vous voulez aller courir, vous réfléchissez pas, vous mettez votre short, vous mettez votre t-shirt, vous mettez vos chaussettes, vous mettez vos chaussures, vous sortez, vous commencez. Vous n'allez pas vous dire « Ah, flemme, vas-y, je fais demi-tour, j'ai envie de rentrer chez moi. » Non, vous allez commencer le truc, ça va coûter plus d'efforts de revenir en arrière que de rester sur la tâche que vous avez lancée. En fait, c'est un petit peu la technique du pied dans la porte. Pour revenir sur l'exemple du téléphone que vous avez mis hors de votre chambre pour dormir, une fois que vous aurez testé, vous verrez, il y a
forte chance que vous disiez ok ça marche bien, bah, on peut faire la même chose. La grosse source de distraction de nos jours, c'est celle-ci. Donc même lorsque vous bossez, mettez-le dans notre pièce ou mettez-le loin. Il y a des études qui montrent que rien que de l'avoir à côté de nous, ou en visuel ou dans la poche, ça peut augmenter notre capacité à être distrait. Le cerveau sait qu'il est là. Donc à partir de ce moment-là, autant le mettre ailleurs et vous verrez que là, bizarrement, on y pensera moins. Une autre chose qui est intéressante, que j'ai cité un petit peu plus tôt, c'est le fait de s'ennuyer, de se pousser à l'ennui. Une fois que vous aurez mis en place un certain nombre de choses dont on a parlé, vous vous rendrez compte que l'ennui, c'est pas si mal. Il y a du bon, en fait, à ne rien faire, à n'avoir aucune distraction. Au début, ça va être dur. Il y aura même un certain malaise. Genre, essayez juste, après cette vidéo ou demain, de rester assis à rien faire. Juste d'observer. Pas de musique, pas de bruit, pas de parler, rien. Juste s'ennuyer. Et au début, c'est vraiment étrange comme sensation. Mais en le faisant 5 minutes, puis 10 minutes, puis 15 minutes, puis 20 minutes, bah, on en revient à ce que je disais plus tôt. C'est comme un muscle que l'on travaille, c'est comme une habitude que l'on crée et on va être capable d'aller de plus en plus loin. Et c'est un bon exercice parce que si on arrive à complètement bloquer toute distraction possible et inimaginable et juste en se laissant aller en mode ok, je ne fais rien, je n'écoute rien, juste j'observe, ça sera beaucoup plus facile de se fermer aux autres distractions. Et il y a quelque chose de fabuleux en faisant ça, c'est que la créativité augmente. On est tous d'accord lorsqu'on est dans la douche ou lorsqu'on est en train de marcher sans téléphone, sans musique ni rien. Dans notre tête, il se passe plein de choses. Moi, je sais que mes meilleures idées, elles se passent dans ces moments-là. Lorsque juste je laisse ma tête travailler. Il n'y a rien qui entre. Et des fois, juste le fait d'aller marcher comme ça, sans rien, même pas trop longtemps, 15, 20, 30 minutes, il se passe des choses vraiment sympas. Allez, on continue. Plus tôt, je disais que le cerveau, il veut faire en sorte d'éviter les tâches difficiles. Eh ben, pourquoi lui donner des tâches difficiles? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas en gestion de projet, on a la possibilité de découper des tâches en sous-tâches et en sous-tâches, etc. Et ça, c'est valable pour tout. Peu importe ce que vous avez à faire. Si vous me dites « Ouais, mais Max, j'ai un mémoire de 70 pages à rendre. » Ok, très bien. Effectivement, c'est une tâche difficile. Donc si vous essayez de la faire d'une traite, le cerveau va chercher tout un tas d'excuses pour vous dire « Oh là, bon, on fera ça demain. » Mais en fait, cette tâche-là, elle peut être découpée. Le mémoire, c'est un travail de recherche, c'est un travail d'écriture, c'est un travail de mise en forme. Pourquoi pas se dire « Ok, aujourd'hui, je vais juste faire la mise en page. Demain, je fais le sommaire. Après-demain, je fais un sous-chapitre. » Et en se disant ça, bah, on va avoir moins peur de la tâche qui paraît immense, donc le cerveau ne va pas se mettre en mode blocage. Et on revient au momentum que je disais tout à l'heure. Le fait de se lancer, ça va faciliter les choses et on va se dire, bon, maintenant que je suis dessus, autant y aller. Faut pas hésiter. Peu importe ce que vous avez à faire, c'est forcément découpable en plus petites tâches. Avant que ce soit popularisé par, je crois que c'est Inoxtag qui parle de Kaizen. En fait, la méthode Kaizen, c'était quelque chose de très populaire depuis au moins 20 ans. C'est une méthodologie, c'est un principe qui dit que on a la possibilité de faire quelque chose même de la manière la plus infime possible. Si on veut perdre du poids, on peut se dire ok, pendant une semaine, je vais retirer 10 grammes de glucides. Je vais marcher 10 minutes. En fait, se dire je vais commencer par une tâche tellement infime pour qu'on n'ait aucune difficulté juste à se lancer. Et après, on crée l'habitude et quand l'habitude est là, et on va rajouter petit à petit à un point où ce sera invisible pour nous. Moins la tâche sera lourde, plus ce sera facile de se mettre en mouvement. Ensuite, par rapport au temps, il y a une règle implicite, c'est que si une tâche doit te prendre 2 jours, elle te prendra 2 jours. Si tu te dis que tu vas lui laisser une semaine, elle va te prendre une semaine. Donc il ne faut pas hésiter à se mettre des deadlines. Alors, il ne faut pas être trop ambitieux non plus, puisque ça prend toujours plus de temps que prévu. Mais dans la continuité de ce qu'on a dit, de découper des tâches d'une certaine taille pour se dire ok, bah là je lui attribue tant de temps, on aura beaucoup plus de facilité
à traiter des petits projets, parce que celui dans lequel il y a des dizaines de choses à faire, forcément, on va lui laisser des semaines, voire des mois. Donc, on est plus à même de se tromper dans les délais et donc de prendre plus de temps pour le terminer. Alors qu'en se disant, ok, cette tâche-là, elle me prend une journée, dans ce cas-là, vous allez prendre la journée pour la faire. Et après, vous enchaînez sur la suivante, suivante. Alors qu'en se disant, ok, là, j'ai un projet, je me laisse 3 mois, il y a des tâches qui vont prendre 2 jours, il y en a d'autres qui vont prendre une semaine, il y en a d'autres qui vont prendre plus ou moins. Du coup, ça va un petit peu compliquer les choses et on va prendre tout le temps que l'on a pour atteindre ce résultat alors qu'on aurait pu le faire avec moins de temps prévu. On l'a tous vécu. Tous ceux qui ont eu des devoirs à rendre au bout de plusieurs semaines, on a tous fait en sorte, volontairement ou involontairement, de commencer le devoir la veille ou quelques jours avant pour le rendre pile à l'heure. Un truc aussi en rapport avec le temps, c'est les Weekly Life Planner. Je vais afficher en post-prod. Et ça, c'est vrai que ça met un coup, en fait. Ça met un coup de se dire que on a un nombre limité de semaines sur Terre. Et quand on a la vingtaine, quand on a la trentaine, on voit physiquement qu'on a fait un quart ou un tiers de notre vie. Et ça permet de remettre les choses en perspective, de se dire, en fait, ça avance beaucoup plus vite que prévu. Et moi, je me rends compte, plus le temps passe, plus les journées, plus les semaines passent vite, c'est hallucinant. J'ai l'impression que je suis arrivé en Bulgarie hier, alors que ça fait déjà 4 ans. Quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, on avait envie que le temps passe vite, puisqu'on va avoir 18 ans pour passer le permis, pour voyager, pour être libre, indépendant. Mais plus on avance et plus on est sur des projets, plus le temps passe vite. Et d'être capable de se dire, d'être capable de se rendre compte que, ok, ça passe vite, ok, j'ai peut-être un peu moins de temps prévu, un peu moins de temps que je ne l'aurais imaginé pour atteindre tous mes objectifs. Ça permet de remettre les choses en perspective et souvent ça donne un bon coup de motivation pour se dire bon, allez, je vais m'y mettre. Allez, on arrive à la fin. L'un des points importants, c'est la fausse productivité. Il faut faire attention à ne pas bosser sur des trucs qui ressemblent à des choses productives mais qui ne le sont pas. Tu peux passer ta journée à créer du contenu, lire, réorganiser, ranger. Toutes ces choses-là, elles paraissent productives. Et techniquement, elles le sont, puisque tu aurais pu rester toute la journée à regarder des séries, mais vous avez choisi de faire des trucs un petit peu plus utiles. Mais en fait, est-ce que ce sont les vraies actions ? Je reprends mon exemple pour du business. Quand je crée du contenu, c'est bien. C'est pour mon personal branding, ça fait des visites sur mon site, ça me donne de la crédibilité, ça m'amène des leads. Mais la chose la plus importante pour mon business, c'est de trouver des clients. Comment je trouve des clients ? Il faut que je prospecte. Il faut que je fasse du SEO. Il faut que je fasse des ads. Il faut que je fasse des rendez-vous clients. Il faut que je travaille mes processus de vente. Il faut que je travaille mon produit. Il faut que je me mette en avant. Il faut qu'on me fasse des intros. Et ça, ce sont des choses vraiment utiles. Et c'est un point qui sort un tout petit peu du sujet de la vidéo, mais qui est important à mon sens, parce que je l'ai trop vu, surtout dans l'écosystème business, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit dans mon entourage. Beaucoup cherchent à travailler sur des choses pour éviter de travailler sur d'autres en se donnant bonne conscience et en se disant ok, là j'ai fait des trucs qui sont utiles alors qu'en fait ils ne le sont pas du tout. Et pour aller plus loin, moi ce que je me dis c'est est-ce que les tâches sur lesquelles j'ai travaillé sont utiles pour mes objectifs à long terme ? Est-ce que ce sur quoi j'ai travaillé, ce sont des leviers utiles par rapport à mes objectifs ? Est-ce que ça change vraiment quelque chose ? Et là, j'ai utilisé le mot levier. Si vous en avez l'occasion, essayez toujours de travailler sur des choses qui ont un effet levier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, sur ma boîte, je pourrais créer plein de posts sur la page LinkedIn entreprise de ma société. C'est bien, c'est productif, ça me prendrait un petit peu de temps tous les jours. Est-ce que ça a un gros effet levier ? Je ne sais pas. Un plus gros effet serait de publier en mon nom parce que j'ai déjà une certaine audience. Mais pour aller encore plus loin, c'est est-ce que la tâche sur laquelle je travaille va rapporter beaucoup, peu importe, ça peut être en temps, en argent, en résultat, ce que vous voulez, va rapporter beaucoup par rapport à l'effort que j'y ai mis.
L'exemple le plus concret que j'ai, ça a été de nouer des partenariats avec des entreprises. Donc ma société Neo Cybercamp, qui est une école de cybersécurité en ligne asynchrone diplômante, certifiante, B2B2C, j'ai créé des partenariats avec de très belles entreprises qui fournissent leur certification au travers de nos services. Et ces choses-là, ce sont des superbes leviers. Pourquoi ? Parce que j'ai pas passé tant de temps que ça pour les obtenir. Ça a été un peu de recherche, ça a été des envois de mails, ça a été des calls, ça a été des papiers à signer. On va dire que chaque partenariat m'a pris, je sais pas, 2-3 jours de boulot, ce qui n'est pas énorme. Mais par contre, ça m'a rapporté énormément sur beaucoup de choses. Parce que je peux les afficher en tant que partenaire sur notre site, ce qui offre de la crédibilité. Avoir un partenaire permet de me faciliter la vie pour aller en chercher un deuxième, et un troisième, et ainsi de suite. Le fait d'avoir des partenaires qui proposent leur certification au travers de nos services, pendant que d'autres concurrents n'ont pas cet avantage, ça me permet de me mettre plus en avant auprès des clients que je recherche. Et vous voyez ce que je veux dire? Une tâche pas si complexe m'offre comme des dividendes sur le long terme, alors que, si je reprends l'exemple de création de contenu, est-ce que le fait de passer 2 heures par jour à créer du contenu sur la page LinkedIn de ma boîte me rapporterait autant de choses que le fait d'avoir cherché des partenariats? Je ne pense pas. Donc, quitte à dépenser de l'énergie, des efforts et de la concentration, je préfère le faire sur des tâches qui sont avec un fort levier. Maintenant, ce n'est pas toujours le cas. Pour ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, vous le savez, des fois, faut qu'on fasse notre compta, faut qu'on fasse de l'administratif. Quand c'est possible de le déléguer, très bien, on le délègue et puis nous, on se focus sur les choses intéressantes. Quand c'est pas possible, c'est pas grave, on fait ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir de toute façon? On est bien d'accord que lorsque l'on passe une journée à ne rien faire, vraiment on se lève, on sort du lit, il est 10h, il est 11h, il est midi, on est sur notre téléphone dès le début de la journée, on regarde des séries toute la journée au point de se dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Je suis pas allé au sport, je suis pas allé marcher, j'ai pas vu ma famille, j'ai pas vu mes amis, j'ai pas travaillé sur mes projets. On est d'accord qu'on se sent mal en fin de journée. J'espère, parce que moi c'est mon cas et j'ose espérer que c'est la normalité de se sentir mal après des journées comme ça. Et au contraire, lorsque l'on coche toutes les cases sur notre to-do list, lorsque l'on a travaillé pendant 30, 40, 50, 60 minutes et plus sur une tâche et que on ressort avec un résultat, on ressort avec une certaine fierté, ça fait du bien. Et à partir de ce moment-là, en répétant ça et encore, les bonnes journées, on va arriver dans un cercle vertueux où on va chercher à éliminer de plus en plus ce qui nous dessert toutes les tâches court-termistes, on va dire, qui sont faciles, qui nous apportent du plaisir à court terme, pour les remplacer vers des tâches un petit peu plus complexes, qui nous apportent des résultats à long terme, mais qui au final nous font le plus de bien. Allez, on peut conclure enfin sur cette vidéo. Déjà, première chose, tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à les poser sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, je réponds à tous mes messages. Deuxième chose, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, c'est le moment de le faire. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les autres réseaux, vous le faites très probablement, c'est pour ça que vous avez atterri sur cette vidéo. Mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn pour le côté professionnel ou m'ajouter sur Twitter pour voir mes pensées, on va dire, un petit peu plus brutes et sans filtre. Tout ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, ce sont des choses que j'ai testées, qui ont fonctionné ou non sur moi, que j'utilise au quotidien ou non. Mais je suis convaincu que si vous avez cliqué par rapport à ce titre, par rapport à cette miniature, c'est que vous savez que vous n'avez pas envie de rester dans la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Ça vous peine de ne pas être capable d'atteindre vos objectifs parce que vous êtes distrait par tout et n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre en place par rapport à ce que je vous ai dit. Je ne prétends pas avoir la parole d'évangile, juste tester. Testez, observez, regardez ce qui fonctionne, regardez d'autres vidéos, lisez des bouquins sur les sujets et voyez ce qui fonctionne pour vous. Si déjà vous avez réussi à regarder cette longue vidéo,
qui n'était pas facile à regarder, qui n'a pas été facile à tourner, je vous rassure, je suis sûr que j'ai oublié des choses, que je pourrais potentiellement développer certains aspects, mais c'est déjà une bonne première étape. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires les choses que vous avez testées vous-même et qui ont fonctionné afin d'en faire bénéficier les autres. Dernier point, cette vidéo n'a pas été facile à enregistrer, c'était beaucoup de travail, j'ai pris beaucoup de temps, j'ai pris plusieurs heures, donc si elle vous a plu, vraiment, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à partager ne serait-ce qu'à une seule personne. Ça me motivera à en refaire d'autres, ça me fera super plaisir. Et ce sera un moyen pour moi de savoir que j'ai été utile. Allez, je vous laisse là, je vous dis à très bientôt.